Oui, je m'appelle Alexandre Juvagne-Brunet. Je suis un ancien capitaine saint-cyrien de gendarmerie. J'ai été formé donc aux écoles de Saint-Cyr puis de la gendarmerie nationale. Par la suite, j'ai occupé des postes opérationnels de soutien et de renseignement. J'ai commandé des brigades de gendarmerie, j'ai commandé des pelotons d'intervention, un peloton d'intervention. J'ai été en état-major, ce qui m'a permis de voir ce qui se passe aussi entre les différentes administrations, entre la justice, la préfecture, les états-majors de sécurité. Et à la fin, j'ai fini par le renseignement militaire, où j'ai pu en fait, à ce titre, intégrer le service de ce qu'on appelait à l'époque le DPSD, qui s'appelle maintenant le DRSD, donc qui s'occupe de toutes les atteintes graves de sécurité à la défense sur ses personnels, ses établissements et ses usines, tout ce qui, de près ou de loin, peut toucher à l'outil de défense dans ses personnels comme dans ses structures. Alors, l'organisation française est une organisation qui est, on pourrait dire, unique, dans la mesure où c'est la France qui a souvent influencé les autres nations européennes dans la construction, notamment, non pas de leurs forces armées, quoique, mais aussi et surtout de leur police. C'est-à-dire que la France est une exception européenne et mondiale où il y a deux forces de police. Il y a une force de police à caractère civil, qu'on appelle la police nationale, et d'autres services autour, bien sûr, avec les douanes, la pénitentiaire, différents services donc de sécurité civile. Et nous avons aussi une force de police militaire qui s'appelle la gendarmerie nationale. Et donc, à ce titre, la France a souvent été consultée par des nations européennes, mais aussi mondiales, sur cette dualité militaro-policière, civile et militaire, parce que ça permettait en fait une plus grande souplesse, une plus grande réactivité, une plus grande complémentarité dans la réponse qu'exige une population de ses représentants par rapport à la sécurité qui est nécessaire à tous. Alors, la France a participé, dans le cadre européen, à différents dispositifs, différents systèmes qui permettent en fait de monter des forces européennes de sécurité, qu'elles soient forces armées comme forces policières. Mais de l'avis de tous les analystes, de tous les experts en sécurité intérieure comme en défense, les différents formats européens de police comme de forces armées ne sont pas des formats à proprement parler opérationnels. Nous sommes sur des formats plus politiques, de coopération, d'affichage politique, d'une coopération policière ou militaire. Mais en fait, chaque nation reste fondamentalement indépendante et c'est à elle et elle seule de financer son appareil de sécurité, son appareil policier, son appareil de justice. Et c'est à elle seule ensuite de répondre, théoriquement toujours, à ce que lui demandent ses concitoyens qui ont élu ses représentants. Rappelant ici que la Commission européenne n'est pas élue, donc la Commission européenne nous dicte beaucoup de choses en Europe. Ici, les Français attendent que ce soit leurs représentants qui représentent leurs intérêts, leur sécurité, travaillent à leur bonheur, et ce bonheur participe notamment de la saine gestion de nos forces de sécurité et de souveraineté. Le prétexte souvent qui est avancé pour ne pas travailler au bonheur d'un peuple, c'est les gouvernants disent préférer travailler sur sa sécurité. En fait, les deux côtés d'un serment ou d'un contrat politique conclu entre des représentants et une portion de la population, c'est deux choses. Assurer premièrement la sécurité, fondamentale, et une fois qu'elle est assurée, participer, travailler dans ce cadre pacifié, d'une nation pacifiée, à ce que tout le monde soit heureux dans ce cadre national. C'est-à-dire heureux sur la dimension alimentaire, écologique, sociale, culturelle, différentes choses. Mais on ne peut pas faire tout ça si le premier point n'est pas en fait respecté et rempli. Or, pour ne pas faire ce deuxième point, il se réfugie dans la sécurité en disant « c'est pour votre sécurité ». Alors qu'en fait, même la sécurité n'est pas un principe qui soit fondamentalement respecté, vu qu'il y a en France 750 zones de non-droit, où vous comme moi ne pouvons pas rentrer. Nous ne sommes pas des Français libres, sur un territoire libre. Il y a des portions du territoire où nous ne pourrons pas rentrer, sauf à avoir des contrôles de personnes qui ne sont ni policières, ni gendarmes. Donc des personnes qui sont du banditisme, qui sont de réseaux, qui sont de mafias, et qui vont vous empêcher d'accéder à certaines portions du territoire. Donc, la sécurité qui permet la liberté de circulation première de chaque citoyen n'est pas respectée. Il y a des transpositions, la loi martiale est un concept qui a été transmis par l'histoire, avec des transpositions dans chaque pays. Ici, par exemple, on parlerait d'état d'urgence.
actuellement en France, et notamment son article 16. Voilà. Cet état d'urgence est une mesure théoriquement nécessaire s'il y a une dégradation de la sécurité massive en France et que ce qu'on peut appeler une forme de guerre civile larvée, de basse ou de moyenne intensité, se développe. Or là, oui, l'état d'urgence peut être décrété. Mais l'état d'urgence a deux visages. Ça peut être un décret qui est passé pour justement rétablir la sécurité, mais ça peut être aussi un décret qui est il peut être abusivement pris par des représentants nationaux, un gouvernement, voire un président, par rapport à leur agenda politique. Si leur agenda politique n'est pas de sauvegarder la santé des Français, leur sécurité, leur libre circulation, leur libre expression, leur libre pensée, qu'ils ont d'autres agendas derrière, s'ils ont d'autres agendas derrière, ils vont pouvoir utiliser le dernier maillon, qui est la sécurité, pour essayer de dérouler leur agenda secret. Alors, je ne connais pas bien la situation en Europe, je m'intéresse vraiment à ce qui se passe en France actuellement, à mon pays. La situation sociale est particulièrement dégradée. Dégradée, comme l'ont déjà annoncé beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques de tous bords, où ils ont dit, les plus courageux, ont dit attention, quand le glacis, la congélation de tous nos problèmes sociaux, en fait, va commencer à fondre, qu'au bout de 18 mois, les Français vont se rendre compte d'une forme d'escroquerie, d'une forme de manipulation de la pensée liée non pas à la guerre sanitaire, comme l'a déclaré le président de la République, mais bien simplement à une crise sanitaire qui n'aurait pas dû, cette crise, devenir une guerre, qui n'aurait pas dû créer des mesures extraordinaires telles que le confinement, telles que le couvre-feu, telles que la notion de guerre, telles que parler de son propre peuple comme un ennemi de la démocratie. Toutes ces choses-là ont été en fait permises par cette guerre sanitaire, ce concept qui a d'ailleurs, par exemple, créé le Conseil de défense sanitaire. Conseil de défense sanitaire qui a permis, grâce à toute cette terminologie, d'ouvrir un espace exceptionnel, dans lequel le droit, la justice et la représentation nationale n'a plus son mot à dire. Donc il y a une suspension de nos institutions, il y a une suspension aussi de nos libertés en conséquence, parce que dans un conseil de défense sanitaire, toutes les mesures prises par le président et son gouvernement en comité restreint sont soumises à la confidentialité. Confidentielle défense, secret défense, voire très secret défense. À partir de là, il faut déclassifier ces pièces pour y avoir accès, qu'on soit journaliste, magistrat, parlementaire. Il faut déclassifier. Or, la déclassification, ça ne se fait pas comme ça. Donc, ils ont créé un espace exceptionnel dans lequel ils avaient des droits élargis, sans demander au peuple, sans demander un référendum au peuple, qui aurait été parfaitement possible. Ils ne l'ont pas fait. Donc, à mon sens, ils ont piétiné nos droits. Donc, pour répondre à votre question sur ce qui se passe en France, il y a un climat social des plus délétères, des plus tendus. Pourquoi ? Parce que beaucoup de Français commencent à se rendre compte donc de toutes ces manipulations grossières. Grossières. Nous sommes à l'ère de l'information systématique. Et malgré les entreprises de contrôle, de manipulation de cette information, malgré tout, la vérité fait son chemin. Et les Français ne sont pas dupes. Les Français sont un grand peuple éduqué, un grand peuple cultivé, et ils savent ce qui se passe en coulisses. Et ils ont commencé à le faire savoir de façon très virulente le 17 juillet, 5 jours après que le président Macron ait scindé son peuple en deux sous-peuples. Le sous-peuple des non-vaccinés et le peuple normal des vaccinés. Ce qui était une ineptie totale, non plus une manipulation, c'est une trahison fondamentale de nos institutions. La Constitution est un contrat qui garantit à tous les citoyens, quels qu'ils soient, riches comme pauvres, cultivés comme non cultivés, anciens, petit bébé qui va naître, ou personne âgée qui est sur le point de mourir, le petit bébé doit naître dans la dignité, avec des droits qui lui seront consacrés. Pareil pour la personne qui s'apprête à mourir, il doit mourir aussi dans la dignité. Or, actuellement, depuis 18 mois, on ne peut plus vivre dignement, on ne peut plus naître dignement, on ne peut plus mourir dignement. Tous ces droits nous ont été enlevés. Et les Français sont en colère. Et ils l'ont fait savoir depuis 10 semaines. Et au bout de ces 10 semaines, il y a forcément un essoufflement, une fatigue morale de tous ces Français. Mais je peux vous garantir aujourd'hui qu'ils sont déterminés à ce que ça change. Et beaucoup ne croient plus du tout aux élections présidentielles d'avril 2022. La plupart sont déterminés à résister
défendre leur famille, voire, pourquoi pas, faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que ce régime change. La souveraineté nationale, on peut de moins en moins en parler. La constitution de la Ve République était une constitution très forte qui permettait d'avoir un régime présidentialiste, présidentiel fort, où le président était presque en fait une sorte d'émanation royale ou impériale, très ancienne, auquel les Français sont très attachés. Ils sont très attachés à la figure du père ou de la mère, mais très fort, presque, entre guillemets, patriarcal. Quelqu'un qui va vous protéger, comme un père de famille, en fait. Il va vous protéger. Le président est le premier protecteur du peuple. Et c'est cette constitution qui allait dans ce sens-là. Et qui accordait une grande souveraineté, en fait, au pays. Mais cette souveraineté était conditionnée, en fait, à deux choses. La première, que les parlementaires représentent les intérêts du peuple, la représentation, qui est tombée cet été. La plupart des parlementaires se sont couchés face aux mesures prises contre nos libertés fondamentales. Et deuxième point, le président doit renouveler sa confiance envers le peuple systématiquement, tout au long de son mandat. Donc une élection présidentielle ne suffit pas. Le général de Gaulle avait installé le référendum. Ce référendum doit théoriquement être systématique. Il doit en avoir pour toutes les grandes questions de société, tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, pour en fait permettre à tout ce grand corps social de respirer, d'avoir une oxygénation. Donc en fait, ils ont supprimé totalement cette notion de référendum depuis 2008. Ça fait maintenant, le dernier référendum remonte à 2005. Donc on a des présidents, depuis Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, qui font des subterfuges, des ersatz de référendum. Mais faire un référendum pour le climat, c'est pas consulter tout le peuple français pour le dire qu'est-ce qu'on fait sur la sécurité, qu'est-ce qu'on fait sur notre futur, qu'est-ce qu'on fait sur la crise sanitaire, qu'est-ce qu'on fait ensemble, en corps social constitué et sanctuarisé par une constitution. Ils ont tout écrasé. Ils sont en train de tout détruire. Et ça provoque la colère. Donc, je ne sais pas ce qui se passe en Europe. Je sais que l'Europe, par contre, nous observe en France, parce que la France est un pays fondamental qui est considéré comme le pays des hommes libres, le pays de la liberté, mais aussi le pays du droit. En Chine, France veut dire Fagua, le pays du droit. Donc qu'on soit en Chine, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Europe, le monde regarde la France comme un pays clé dans le combat actuel. Selon ce que fera le peuple français, il pourrait être imité par d'autres peuples et il pourrait ramener l'énergie, la dynamique nécessaire pour que d'autres peuples se prennent en main et résistent à tout ce qui se passe. Les opérations secrètes existent depuis longtemps. Voilà, ce qu'on appelle les opérations sous couverture, les Black Ops. Voilà, ça a été un peu, on va dire, les gens retiennent cette notion de Black Ops. Ce sont en fait des opérations limitées avec des cellules, des unités très limitées, car très discrètes. Elles sont liées en fait à l'ingérence de certains États, de certaines nations, qui veulent s'ingérer dans une autre nation. Donc notion d'espionnage, de contre-espionnage, d'action par rapport à tout ça. Ça existe depuis des décennies. Donc c'est pas nouveau en fait. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs au DRSD, dans le service de renseignement GT, on appelait ça la contre-ingérence. C'était un service qui permettait de contrer l'ingérence d'autres nations qui veulent nous déstabiliser à différents niveaux. Donc ces choses-là existent tous les jours. Donc c'est pas nouveau. Par contre, la notion que j'ai pu lire d'opérations spéciales, différentes choses, qui seraient montées pour permettre de libérer la France et autres, avec des choses sur certains sites, depuis le président Trump, Poutine, différentes choses, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que ce sont avant tout des présidents qui s'intéressent aux intérêts de leur peuple. Le président Trump, puis maintenant Biden, se sont intéressés aux intérêts de leur peuple américain. Et ils sont redevables vis-à-vis de leur peuple. Le président Poutine est redevable vis-à-vis du peuple russe. Il est redevable. Il a été élu avec différentes modalités, mais voilà, c'est le peuple russe. En France, parfois, nous avons des personnes qui sont trop providentialistes. Elles attendent que la providence tombe du ciel, sans faire d'efforts, et que tout cuit, le président Poutine ou Trump viennent nous sauver. Ça ne va plus se passer ainsi. Les Français doivent se prendre en main. Ils doivent se responsabiliser et écarter tout providentialisme. Il faut qu'ils soient responsables, il faut qu'ils soient acteurs de leur liberté future, qu'ils vont léguer à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Voilà l'épreuve actuelle. S'ils ne le font pas, nous ne serons plus libres. J'observais de l'extérieur, et j'observe maintenant en manifestation, où j'ai participé aussi à des manifestations depuis 10 semaines, à Toulon comme à Paris. J'observe que depuis en fait 25 ans,
Il y a un travail très long, de sape, sournois, perfide, qui a été mis en place pour diviser des portions du peuple. Chacun sa catégorie, chacun son hobby, chacun son... Et ils ont fait pareil, en fait, entre le peuple et sa police, le peuple et sa gendarmerie, et le peuple et ses forces armées. Ils ont fait la même démarche. C'est-à-dire que quand ils répriment avec une forte violence les manifestations des Gilets jaunes pendant quasiment 3 ans, ils le font bien sûr parce qu'ils ont peur que ça déborde et que les Gilets jaunes rentrent dans l'Élysée ou rentrent dans le ministère de Benjamin Griveaux avec un transpalette, si vous vous rappelez bien. Hein, ils ont peur. Mais ils ont aussi un autre objectif qui est en fait de diviser les Français entre eux. Parce qu'ils savent qu'il y a, on va dire, ce qu'on peut appeler les élites, qui ne sont plus des élites, qui sont simplement des gens qui sont au pouvoir. Les personnes qui les protègent sont les forces publiques, qui sont payées par nos impôts. Et à la fin, il y a le peuple. Donc, ils font en sorte que la force publique ne puisse pas fraterniser avec le peuple, parce que le jour même où la force publique comprendrait que la fraternité n'est plus nécessaire, elle est obligatoire pour sortir de cette situation, le jour où ça sera compris, et ce sera acté, le pouvoir tombera. Le pouvoir qui n'est plus légitime dans la rue et qui est de moins en moins légal. Parce qu'on peut attaquer le pouvoir autant sur sa légitimité que sur sa légalité. Dans la mesure où la représentativité n'est plus là. 80% des Français ne font plus confiance aux élections. Donc on a un déficit démocratique, on a un divorce avec les institutions qui d'ailleurs de fait, comme je vous le disais dans le précédent passage, ont été en fait détruites de fait. Le 12 juillet. La déclaration d'un président est toujours lourde de sens. Un président qui est garant d'une constitution et qui déclare ne pas la respecter fait tomber cette constitution de fait dans sa même déclaration. Il est la plus haute personne du pays. Il est le chef des armées. S'il déclare ça sur sa propre constitution, ça veut dire qu'elle est tombée. Donc, aux Français de prendre leurs responsabilités. Les libertés sont compromises parce qu'il y a aussi une forme de non-résistance, d'acceptation de 90% du corps social, 85% du corps social, contre une vaccination pourtant qui est une injection expérimentale de phase 3. Injection expérimentale de phase 3 qui est corrélée à un pass sanitaire qui suspend certaines de nos libertés fondamentales. Donc l'agenda sanitaire, l'agenda politique a une action sur ce corps social qui ne résiste pas pour des raisons aussi alors de manipulation mentale, bien sûr, mais aussi de confort alimentaire, de confort social, de conformisme social. Confort et conformisme. On veut conserver son emploi, parce qu'on a des crédits à payer, on a une famille à honorer, on a une position sociale à conserver aussi, des amis, différentes choses, une famille, bon bref. Donc le corps social accepte pour l'instant toutes ces choses-là parce qu'on leur a vendu un plan marketing disant à 2 doses, vous aurez 2 doses de vaccin, à partir de là, vous serez en fait protégé. Mais on sait déjà que la 3e dose arrive, la 4e dose arrive, la 5e dose arrive. Et là, les soignants le savent aussi, plus que quiconque. Donc, ils se sont, malgré le caractère obligatoire de la vaccination pour les soignants, ils ont résisté à hauteur de 14 à 15% à date de cette interview. Ce qui fait environ 300 000 soignants sur un corps qui dépasse peut-être les 2 millions de soignants. Mais dans ces soignants, vous avez des aides-soignants, des infirmières, des médecins, des professeurs. Donc des personnes qui ont fait des études de santé. Donc on peut vraiment s'interroger légitimement pourquoi ils résistent. Il y a 100%, on va dire, de 100% d'avis convergents sur la nécessité de se vacciner pour la fièvre jaune, pour la polio, pour d'autres maladies. Il y a 100% vraiment d'un corps qui va dire oui, qui va être pour la vaccination. Mais pourquoi il y a une telle résistance ? Et donc cette résistance, comme vous l'avez dit, actuellement, fait qu'il y a 300 000 soignants qui sont théoriquement suspensibles. On peut les suspendre de leur travail, de leur emploi, de leur salaire. Mais c'est du bluff, c'est de l'esbrouf. Parce que le système dans lequel on vit a totalement en fait vidé de sa substance les structures hospitalières. Il y a de moins en moins de lits de réanimation, il y a de moins en moins d'hôpitaux, il y a de moins en moins de matériel, il y a de moins en moins d'effectifs. Et donc actuellement, s'ils privent la France de 300 000 soignants, je ne leur donne pas un mois pour que ça tienne. Pas un mois. Parce que les tensions hospitalières qui existaient déjà avant la crise ne vont pas s'amplifier, elles vont faire exploser le système. Et donc d'ailleurs, on observe qu'ils sont en train de reculer et ils sont en train de rappeler des soignants.
J'ai des témoignages de soignants militaires qui ont été suspendus. Ils ont été suspendus 7 jours. Quand ils se sont rendus compte que certains services hospitaliers n'arrivaient plus à fonctionner. Donc ils ont rappelé les soignants. Leur dire, écoutez, revenez. Revenez. On va mettre un mouchoir discret, cette notion de caractère obligatoire du vaccin, on va arrêter. Et vous allez revenir, parce que si l'hôpital, on va dire, tombe, c'est un grand pilier de la solidarité française nécessaire qui tombe. Ce service public est fondamental. Le service public hospitalier, le service public, bien sûr, de la sécurité, toutes ces choses-là sont fondamentales pour tenir le pays France, son corps social. Si ce premier tombe, il va y avoir une réaction en chaîne, et beaucoup d'autres vont tomber. Et donc, pour répondre à votre question sur la caisse des soignants, c'est une œuvre de solidarité nécessaire, qui est montée actuellement, je pense, par des personnes qui sont aussi dans Réinfo Covid, si mes informations sont bonnes, et qui essayent justement de compenser la perte salariale que vont avoir tous ces soignants qui vont perdre leur job. Si cette caisse se monte, ça ne peut être que mieux, parce que ça permettra de tenir et de résister aux futurs assauts. Parce que le gouvernement et le président ne vont pas reculer. Ils vont faire semblant de reculer. Mais rappelez-vous, en fait, les Gilets jaunes, il y a 3 ans. Ils sont allés dans la rue parce que le carburant était arrivé à 1,50 €. Et c'était inadmissible pour la plupart des familles. Là, il vient d'atteindre 2 € il y a une semaine. Donc, ils ne reculeront pas. Ils continueront. Donc, la caisse est nécessaire. La structuration, l'organisation est nécessaire pour que, justement, ensuite, on puisse être, on va dire, affranchi de beaucoup de syndicats qui, malheureusement, ont été corrompus ou compromis. Des syndicats policiers, des syndicats soignants, des syndicats ouvriers, des syndicats de magistrats. Tous les syndicats qui sont des têtes sociales, des têtes de réseau social, ont tous été compromises ou corrompues par de cursus honorum. Je te donne telle médaille, le mérite, la Légion d'honneur, telle distinction, tu auras tel poste, ou je te mets une augmentation salariale. Il n'y a jamais eu autant d'augmentation salariale dans les grands corps d'État, dans les grands ministères, Quai d'Orsay, ministère de la Défense, les hauts niveaux, les hauts postes, les technocrates, n'ont jamais eu autant d'augmentation salariale depuis 18 mois. Des plus 30%, des plus 50%, des plus 70%. Les Français ne le savent pas. Mais ça a été mis en avant par René Dosière. René Dosière, qui est une personne qui est un grand parlementaire, qui fait son travail de recherche, de recroisement, de recoupement de l'information. Donc on achète donc les postes, on achète le silence, on achète en fait l'abandon de nos libertés est acheté actuellement. Il y a plusieurs scénarios qui vont se dérouler naturellement devant les Français, et il faut simplement qu'ils sachent qu'il s'agit d'une épreuve. Voilà, cette épreuve, soit on l'affronte, et avec tout son courage et son cœur et ses valeurs, et on la gagne, soit on décide de ne même pas l'affronter, comme l'ont fait beaucoup de Français, qui se sont dit non mais j'accepte tout ce que va me vendre le gouvernement, j'ai confiance en lui, mais c'est pas de la confiance. C'est une forme de corruption des cœurs et des esprits, en fait. Donc soit on affronte, soit on l'affronte pas. Ça peut être binaire. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a plusieurs modalités de crise, plusieurs types de crises qui peuvent en fait se dérouler en France. Il y a la crise sanitaire, qui est en train d'arriver sur une crise économique et sociale, donc, où les gens vont commencer à avoir faim. Ça va commencer à pleurer dans les chaumières. Et donc, quand on va arriver à cette crise économique, sociale et financière, il va y avoir une crise politique derrière. On est en train d'y rentrer, actuellement. On rentre dans la crise politique, qui n'est pas encore suffisamment forte pour une raison simple, c'est que le corps social français est encore malgré tout très riche. Donc il y a des positions sociales qui permettent de se dire pourquoi irais-je mettre en danger en fait mes acquis sociaux, mes plans d'épargne, ma maison, ma voiture, mes machins, mes loisirs, différentes choses, pour des libertés. Je vais restreindre un peu mes libertés, je vais garder tout ça. Mais sauf que c'est une victoire à la Pyrrhus. Parce que les gens, les personnes au pouvoir, trahissent progressivement toutes les personnes à qui ils ont acheté quelque chose. Ils ont soi-disant donné des gages aux chasseurs il y a 12 mois, 18 mois, ils viennent de les trahir. Et encore hier, c'était 15 000 chasseurs qui étaient dans la rue. Ils ont donné des gages aux soignants, ils ont applaudi les soignants il y a 18 mois, ils viennent de les trahir. Ils vont soi-disant offrir des nouvelles tenues, des nouveaux équipements, des nouveaux salaires aux forces de l'ordre, aux forces publiques, avec notre argent. Ils vont leur acheter tout ça pour les conforter, les soutenir. Ils les trahiront. Donc mon message s'adresse aussi à la force publique. Tout le monde sera trahi dans ce jeu. Parce qu'ils ont trahi notre contrat social.
à partir de là, vous serez tous trahis, d'une façon ou d'une autre. Donc, quand vous aurez accepté cette situation, peut-être que vous déciderez de vous battre. Mais tant que vous n'avez pas accepté, même intellectuellement et moralement, cette situation, vous ne pourrez pas vous battre. Vous serez pieds et poings liés, piégés dans un système qui vous manipule. Par l'argent, par le panum, le pain, par le cursus honorum, voilà, par tout ça. Les forces de l'ordre actuellement, que j'appelle et que j'insiste pour appeler force publique. Force régalienne, force publique. Parce qu'une force de l'ordre, ça peut être une force de l'ordre tyrannique, une force de l'ordre oligarchique, une force de l'ordre démocratique. Mais force de l'ordre, c'est pas assez précis, et beaucoup utilisent le terme FDO pour ça. C'est pas assez précis. Il faut rappeler à ces forces de l'ordre qu'elles sont des forces publiques. C'est le peuple qui les paye. Ça vient de la bourse d'un retraité, d'un jeune étudiant qui achète une canette de soda, il paye une TVA qui sert à payer les forces publiques. Tous les impôts servent à la force publique. Donc, la force publique est redevable à son peuple. Et si le peuple souffre à cause de représentants qui ne font plus leur travail de protection, de sécurité et de bonheur, la force publique actuellement s'interroge. Quand on est en manifestation, par exemple, que nous sommes 10 000, comme samedi dernier dans les rues de Toulon, et qu'il y a 15 policiers devant nous, je leur dis et leur répète, vous devez réfléchir en urgence. Il y a une urgence sociale qui arrive. Donc nous travaillons à ce que déjà les divisions, les rancœurs légitimes du passé soient oubliées. Les forces publiques ont été abusivement utilisées contre les gilets jaunes, par exemple. Abusivement utilisées contre les soignants. Donc ça a créé des rancœurs, des divisions. Ces divisions ont été faites exprès pour diviser tout le monde. Maintenant, on travaille à les réunir tout ça. Essayer d'effacer toutes ces rancœurs pour bien faire comprendre qu'on doit être unis. Si on est unis, on va y arriver. Donc dans tout ce magma brûlant, social, qu'on a eu depuis 10 semaines en France, on essaye de ce groupe, de ce magma, d'extraire en fait les plus volontaires, les plus déterminés, ceux qui... En fait, les gens ont commencé à se rendre compte qu'ils avaient les mêmes peurs et la même colère. Et donc qu'on soit qu'on soit notable, qu'on soit profession libérale, qu'on soit ouvrier, qu'on soit chômeur, quoi que ce soit, on a la même colère. Donc ça nous réunit, cette chose-là. Donc c'est un grand cadeau, en fait, paradoxalement, que nous a offert le pouvoir. Il a forcé les Français à retourner dans la rue et à refaire une forme de fraternisation. Mais c'est pas suffisant. Comme vous l'avez dit maintenant, il faut que cette fraternité débouche sur quelque chose. Une entité, on va dire, politique au sens noble. Que les Français réapprennent à dire « je suis responsable, je suis ma voix, je suis ma souveraineté, mon intégrité corporelle, ma souveraineté de citoyen. Et cette souveraineté de citoyen, je donne ma voix à quelqu'un. Mais cette voix, elle peut être reprise. Et elle a été reprise dans la rue, cette voix. Parce que les gens, quand ils crient colère, c'est qu'ils ont récupéré leur voix qu'ils avaient donnée à leurs représentants. Et donc ces représentants ne sont plus légitimes. Donc maintenant, il faut s'organiser, se synchroniser et faire en sorte que cette colère sociale devienne en fait quelque chose de joyeux, de créatif, de novateur, pour redonner l'espoir. À la peur, on oppose l'espoir. À la division, on va opposer l'union. Et dans l'union et dans la joie, on va pouvoir s'en sortir. Mais la joie n'empêche pas de créer des choses qui vont faire peur au camp d'en face. Parce que le camp d'en face, ça commence à avoir peur que les citoyens se réunissent. Parce qu'ils savent que leur agenda est compté et que la montre tourne pour eux. Et donc voilà pourquoi ils accélèrent. Voilà pourquoi ils essayent en fait, ils commettent beaucoup d'erreurs, même de fautes politiques, parce qu'ils n'ont plus le temps. Ils sont en train de réveiller un géant, qui est le peuple français. Ils sont en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Donc réveiller le géant, oui. Ouvrir la boîte de Pandore, c'est très dangereux. Ça peut déboucher sur de la violence et un possible article 16, raison pour laquelle on a essayé de réveiller gentiment ce géant, mais sans pour autant qu'il soit trop colérique. Parce que ça peut déboucher sur de la violence et une guerre civile. Et on ne le souhaite pas. Donc on se bagarre tous les samedis, toutes les semaines, pour que les gens refassent unité, déterminée, et un jour le nombre fera loi. Les citoyens ont tout d'abord eu une réaction légitime et bienvenue par rapport à leur mobilisation sociale depuis 10 semaines. Donc ça va dans le bon sens. Mais ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à s'essouffler, à se fatiguer. Donc il faut, entre guillemets, utiliser cette masse de mobilisation, et les citoyens le veulent, ils sont volontaires pour ça, pour s'organiser, se synchroniser de façon territoriale et nationale, pour qu'en gros, un vaste tissu de citoyens
réengagés politiquement, s'organisent sur toute la France. Premier point. Mais ensuite, le point le plus important, il y a une bascule de régime quand, premièrement, les élites qui tiennent le régime ont peur. Ils commencent à avoir peur. Donc ce facteur est là. Les élites n'ont plus confiance en leur président. Ça commence à être le cas. Observez ce qui s'est passé avec les centres commerciaux. La plupart des centres commerciaux ont dit non au pass sanitaire. C'est un camouflet terrible. Ils ont dit ça au non au pass sanitaire, alors que le Conseil constitutionnel a rendu ses conclusions. Donc en fait, la plupart des soutiens au pouvoir actuel sont en train de faiblir et de s'interroger. Mais derrière, quand toutes ces élites se seront interrogées, auront commencé, on va dire, à relativiser leur soutien au pouvoir, il faudra aussi que la force publique soit présente. Et pour qu'elle soit présente, la force publique, ce sont des personnes qui travaillent dans les douanes, la pénitentiaire, la police, les forces armées, les trois armées, la gendarmerie, différentes choses. Ce sont des gens qui sont très structurés. Ils ont un mental très structuré et ils travaillent dans la sécurité, donc ils veulent que leur vie elle-même, même s'il y a beaucoup de dangers dans la vie qu'ils prennent, soit justement structurée et paisible pour leur famille. Donc ils ne vont pas lâcher la proie pour l'ombre. Donc il faut qu'on apporte en face des gages d'assurance à toutes ces personnes en disant « Ne vous inquiétez pas, premièrement, les citoyens qui se sont mobilisés le font pour les bonnes choses, c'est-à-dire pour la Constitution, pour nos libertés fondamentales. Donc ce ne sont pas de méchants révolutionnaires, ils veulent révolutionner pour la bonne chose, pour revenir aux fondamentaux. Premier point. Mais deuxième point, toutes ces personnes, ce sont vos pères, vos mères, vos frères, vos cousins. Ils viennent du peuple, vous venez du peuple, vous êtes pareils. Et troisièmement, va émerger de cette masse de nouvelles personnes, de nouvelles élites. Les élites, c'est quoi en fait? C'est pas avoir un joli CV d'une banque d'affaires ou un joli CV, admettons, à l'Union européenne, de dire « je vais conduire la marche d'un grand pays ». Non. Les élites viennent du peuple, théoriquement. C'est le peuple qui les trouve, ses propres élites. Ce sont des personnes qui vont s'engager, qui vont faire preuve d'abnégation pour leurs semblables. Pas pour des intérêts privés, pour l'intérêt public. Donc quand on aura ces élites qui vont monter, qui vont se structurer et montrer une image cohérente, une image saine, une image compétente de ce que peuvent être demain les nouvelles élites françaises qui vont émerger, là, il est possible, fortement probable, que la force publique se dise « on va peut-être jouer dans ce sens-là ». Et là, ça pourrait basculer, à ce moment-là. Donc les Français doivent tout d'abord avoir l'esprit de résistance, puis avoir l'esprit d'organisation, et enfin avoir l'esprit de responsabilité qu'ils ont déjà. Parce que quand je les observe en manifestation, ce sont des gens éveillés, résistants et responsables. Donc ils l'ont déjà. Il faut simplement maintenant qu'on les accompagne pour s'organiser efficacement. Moi, comme d'autres, on a acquis des compétences dans différentes expériences qui peuvent les aider. On mettra à disposition du peuple français ce dont il a besoin pour s'organiser. Depuis des anciens militaires, des anciens policiers, des anciens soignants, des anciens technocrates, des anciens économistes, tous les corps sociaux, des anciens artisans, tous les corps sociaux seront sollicités pour aider le peuple à s'organiser efficacement et pour pouvoir changer de régime et éviter le pire qui pourrait advenir. Si le peuple français demain veut réussir à rétablir ses droits et garantir un futur pour ses enfants et ses petits-enfants, il faudra se lever, résister, se coordonner. Et ce sera la condition de la victoire. Sans ça, nous n'irons que d'échec en échec. Donc la victoire, ça demande de l'organisation. Emmanuel Macron, à mon sens, est la fin, le dernier d'un grand cycle de présidents et de responsables politiques qui ont usé de manipulation, de mensonges et enfin de trahison pour accéder au pouvoir et se maintenir au pouvoir au mépris des intérêts du peuple. Ces personnes-là ne venaient pas du peuple, donc ils n'en comprennent pas la souffrance. Ils ne sont pas capables d'aller dans une foule, de s'exposer à la foule et de converser avec le cœur de la France, qui est en train de battre. La vraie France, c'est son peuple. Ce ne sont pas en fait des banques, ce ne sont pas des grands groupes, ce ne sont pas des lobbies, ce ne sont pas des intérêts. Macron, c'est le président de tout cela. Des lobbies, des grands groupes, des intérêts, de la finance, de tout ce qui est, on va dire, caché, masqué. La vérité est dans le peuple. La souveraineté est dans le peuple. Et Macron ne représente ni la vérité, car il ment en permanence,
ni la souveraineté, parce qu'il a arraché au peuple français. Macron, si on peut dire, est une sorte de ventriloque. Pour se maintenir au pouvoir, il n'a fait que faire que de la ventriloquie. Il a en fait imité différents groupes d'intérêt, différents lobbies, différentes aspirations. Il a tantôt pris la casquette d'un ouvrier chez Alstom, d'un ingénieur. Puis après, il a pris une combinaison de chasse d'un pilote de chasse. Puis enfin, il a pris un blouson de chasseur. Il n'a fait qu'imiter les gens sans se rapprocher de ces gens, avoir en fait la compréhension de qui ils sont, pourquoi ils vivent, pourquoi ils existent, pourquoi ils sont français. Il n'a pas eu cette démarche. C'est une forme que de parasitage, en fait, de l'image, du symbole, et il l'a détourné pour le pire. Il a détourné tous les symboles français pour le pire. Et actuellement, nous sommes face au pire. Nous avons le pire président de la Ve République. Nous avons la pire situation qu'a connue la France depuis des décennies. Nous sommes dans la politique du pire. Et face à l'abysse, la France est en train de se réveiller, son grand peuple, est en train de dire à Macron, et vous le voyez dans les manifestations, le peuple appelle à ce que Macron, non pas démissionne, mais aille en prison. Macron en prison. En permanence, c'est ça qui est clamé par le peuple dans les rues de France.